Très bien. À ce niveau, ça devrait y aller. Voilà. Spécial Covid-19. Spécial coronavirus. Coronavirus. Spécial... spécial. Rebonjour. Spécial. Ce n'est pas dans le sens de spécial, particulier, génial. Spécial, c'est circonstance exceptionnelle. Salut, bonjour. Encore. Bienvenue à ce live qui démarre avec un petit retard à l'allumage. Et bienvenue en tout cas, bon jeudi, bonne semaine à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui vont consacrer leur temps, leur disponibilité à ce rendez-vous. Je l'ai donné, je vais l'honorer. C'est le premier live que je fais cette année de manière directe comme ça. Et on va s'entretenir sur ce sujet. Et j'espère que ceux qui nous auront rejoints ne seront pas déçus d'y avoir consacré leur temps. Nous allons, comme j'ai dit, consacrer ce live à la problématique de la maladie qui terrasse des milliers de personnes à travers le monde à l'heure actuelle, qui met à genoux des nations entières, qui a poussé 7 milliards de personnes à se demander si elles seront encore en vie à la fin de l'année, qui a poussé 3 milliards de personnes, presque la moitié de la population mondiale, à se confiner, qui nous amène à reconsidérer la vie, à reconsidérer les particularités, les choses essentielles, à nous poser les questions sur notre place sur Terre, sur ce qui est vraiment important, qui nous amène un peu, qui chamboule un peu grandement notre existence, notre perception des choses. C'est un cas inédit, pour notre génération du moins, parce que ce n'est pas inédit, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qu'il y a toujours eu de temps en temps à l'échelle de la vie de la Terre. On va vous dire qu'en 1918, il y a eu la grippe espagnole. On va vous dire qu'à telle ou telle période, il y a eu telle épidémie. Et d'habitude, quand nous lisons cela dans les livres d'histoire, on a toujours la sensation que ça n'arrive qu'à d'autres personnes. On se dit, ça ne nous touchera pas. Et quand ça arrive à notre génération, on est persuadé que voilà, c'est la fin des temps, le monde s'écroule. Je peux déjà dire d'entrée de jeu que non, ce n'est pas la fin du monde, ce ne sera pas la fin du monde pour ceux qui vont perdre ou qui ont perdu leurs proches ou qui vont perdre la vie. C'est évidemment la fin de quelque chose, c'est évidemment un souvenir pour les vivants douloureux, c'est évidemment un mauvais épisode. Mais pour l'humanité, c'est une étape à traverser, une étape très difficile, certes, mais comme toutes les péripéties que le monde a connues, c'est une étape que l'humanité va traverser. Donc là, il s'agit de manière générale pour chacun de nous qui a quelque chose à dire, qui a une contribution à faire sur le sujet, il s'agit d'essayer de limiter au possible les dégâts. Il s'agit pour chacun de se demander comment est-ce que je peux contribuer. Il s'agit pour ceux qui seront là à la fin de cette épidémie de regarder derrière et de se dire qu'est-ce que j'aurais y apporté, qu'est-ce que les choses que j'ai dites ou les choses que j'ai faites ont eu d'utile, en quoi est-ce que ces choses ont contribué à ce que le problème soit diminué, que les dégâts soient diminués pour mon pays, pour le monde. Donc voilà les principales raisons. Alors bonjour encore à tout le monde. J'aimerais commencer justement en ces temps difficiles à adresser un hommage particulier à ceux qui ont perdu leurs proches, à ceux qui souffrent de cette maladie actuellement. Et de même que j'aimerais souhaiter beaucoup de courage à ceux qui actuellement sont confinés, ne peuvent pas sortir de chez eux. Il est important de comprendre que ce sont des mesures certes désagréables, mais qui s'imposent à cause de l'urgence de l'heure. Et voilà, qu'on ne peut pas contourner parce que si on avait voulu continuer de jouir de notre liberté, continuer d'apprécier la vie comme si de rien n'était, il est clair que les dégâts à long terme auraient été considérables. Les pays qui n'ont pas pris les mesures à temps sont en train actuellement de subir le contre-coup et ce ne sont pas seulement des pays pauvres. Et c'est entre autres ce que nous allons voir dans les minutes qui viennent. C'est de ça que nous allons parler, entre autres choses.
Bonjour et un hommage en particulier à tous ces gens et aussi à nos illustres personnalités qui ont disparu. On dit que c'est la discrimination de la célébrité. Il est clair que pour les plus populaires d'entre nous, lorsque vous disparaissez, le monde parle de vous. Les hommages vous sont rendus à l'international. Je ne vais donc pas manquer de démarrer ce streaming sans adresser un bonjour et un hommage particulier à notre star international Manu Dibango, Emmanuel Njoke, qui nous a quittés le 24 mars dernier, il y a 86 ans. Il est né le 12 décembre 1933 et il a illuminé de son talent la sphère musicale internationale bien avant notre naissance pour les plus jeunes. Il a porté les couleurs du Cameroun très loin. Il a fait briller notre nation, il a fait briller le continent et le monde entier lui rend hommage. Tout le monde en a parlé, les chaînes internationales, même celles qui ne sont pas francophones, et c'est pour ça que nous ne sommes pas en reste. Nous rendons aussi hommage à Monsieur Pape Diouf parce qu'on est dans le paradigme africain où tout le monde qui a cette identité africaine-là est l'un des nôtres. Nos pays n'existent que sur des conventions. Donc, à Pape Diouf, qui était l'agent d'ailleurs des joueurs de mon pays, comme Joseph-Antoine Bell, entre autres, et qui était président de l'Olympique de Marseille pendant très longtemps, et qui s'est éteint le 30 mars dernier, donc il y a 2 jours. Aussi, il est important d'adresser aussi des hommages à certaines personnes qui ne sont pas très connues. Un certain Mohamed Farah, une personnalité aussi on va demeurer dans le football du football somalien, qui s'est éteint aussi le même jour que Manu Dibango, le 24 mars à 59 ans, qui était aussi une gloire pour le foot somalien. Voilà, cet hommage-là à ces personnalités et à nos familles. J'ai perdu personnellement une personne qui m'était chère, Monsieur Alain Sikapen, qui travaillait à Paris dans une grande surface de la banlieue parisienne et qui est décédé il y a une dizaine de jours. C'était assez difficile à avaler, d'autant plus que quand vous perdez quelqu'un dans un contexte comme celui-là, vous ne pouvez pas faire le deuil, vous ne pouvez pas voir le corps, vous ne pouvez pas faire vos adieux de manière convenable comme en situation normale. Il est donc important de dire que c'est une situation qui va exiger beaucoup de nous. C'est une bataille de nerfs. Il est possible que le coronavirus ne soit pas le seul élément qui met notre vie en danger actuellement. Il y aura certainement les crises économiques, les crises voire alimentaires, les crises psychologiques, les crises peut-être d'autres maladies, les crises de réaction en chaîne qui vont s'ajouter et qui pourront causer un énorme préjudice aux plus faibles d'entre nous. Donc il est important déjà de se préparer mentalement à se dire, c'est quelque chose qui va certainement s'étaler sur la durée, c'est quelque chose qui va demander de nous des efforts surhumains, c'est quelque chose qui va nous exiger d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes pour supporter. J'essaye de rester le plus détendu possible tous les jours. J'essaye de garder toujours des traits d'humour, de garder la tête froide comme on dit, et je le recommande à vous qui m'écoutez ainsi que à ceux qui vous sont proches. Si vous pouvez relayer ce message-là, il est possible que ce que nous considérons comme le pic de l'épidémie ne soit que le début. L'épidémie ne connaît pas le calendrier, l'épidémie ne connaît pas le statut politique, l'épidémie ne connaît pas la richesse du pays, l'épidémie ne connaît pas nos habitudes. Elle va chambouler totalement nos calendriers. Et dans ce registre, il vaut mieux nous y préparer. Donc voilà, spécial coronavirus aujourd'hui, nous allons consacrer, j'ai essayé de présenter dans l'article que j'ai rédigé hier, j'ai essayé de présenter le sujet en 3 axes principaux, parce que j'aime bien qu'il y ait une sorte de fil conducteur, une sorte de visibilité pour que ceux qui écoutent sachent vers quoi on est en train de se diriger. Alors je vais juste opérer une petite vérification pour m'assurer que au niveau visuel, tout est parfait de votre côté. Donc, j'ai dit on va découper le sujet en 3 parties. La première partie va dresser un peu l'état des lieux, c'est-à-dire c'est quoi le coronavirus, c'est venu d'où?
C'est quoi la situation actuelle? Quels sont les pays que ça touche et comment? Et dans le cas du Cameroun ou de certains pays africains, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et voilà. Dans le même sillage, parce qu'il est important de prendre un exemple témoin pour illustrer un peu le reste du monde. Je vais justement m'attarder sur le Cameroun et revenir sur le fameux principe d'union sacrée. On nous a parlé dans l'urgence actuelle où les pouvoirs publics essayent de se mobiliser et de prendre des mesures. On nous a dit il faut dresser une sorte d'union sacrée. Ne regardez pas que vous êtes opposants, ne regardez pas que vous êtes parti au pouvoir. Il faut, voilà, faire corps contre le virus et essayer de le combattre en tant qu'entité nationale ou en tant qu'entité continentale. C'est très important, mais il est aussi important de voir comment ce principe d'union sacrée-là peut être manipulé par certains qui vont faire à la fin exactement ce qu'ils nous reprochent. Et en troisième ressort, dans cette première partie, on va voir qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui par le gouvernement de ce pays qu'est le Cameroun, comment s'est présenté l'allumage, est-ce que les choses se sont faites il y a temps et quelles ont été les conséquences positives ou non de ce démarrage particulier. Maintenant, en deuxième partie, il est important, après y avoir critiqué, de présenter aussi ses propres mesures. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est recommandable? Qu'est-ce que le Camerounais lambda déjà peut faire et qu'est-ce que le Cameroun en tant que société, qu'est-ce que les pouvoirs publics de ce pays peuvent mettre sur pied pour que le coronavirus recule. Et on va voir maintenant la comparaison entre l'application des mesures dites et enfin la théorie des mesures dites et l'application sur le terrain. Est-ce que ce qu'on a dit, est-ce que ce qu'on a annoncé, est-ce que ce qu'on a écrit a été concrétisé comme cela a été annoncé? Donc, et de fil en aiguille, on va voir justement voilà, le rôle de chacun de manière publique ou de manière privée, personnelle. Et en retour, la troisième partie va se consacrer sur la projection. Comment est-ce que le monde sera après le Covid-19 et comment est-ce que déjà on va sortir de cette épidémie? Quelles sont les solutions? Le monde fonctionne, enfin, le monde est en train de réfléchir au mode de fonctionnement des remèdes et la place de l'Afrique dans cette recherche de médicaments. Qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui pourrait encore être fait par les acteurs africains? Donc voilà, je m'excuse encore d'avoir commencé ce streaming avec un peu de retard, c'est pour ça que je m'attarde un peu sur le résumé, sur l'aperçu panoramique avant d'entrer dans le sujet, parce que il est évident, je sais qu'il y a certains qui ont attendu depuis 16 heures et une vingtaine de minutes plus tard se sont dit mais ce n'est pas possible, est-ce que le live aura lieu ou pas? Donc pour leur permettre de rejoindre le streaming, vous pouvez le leur annoncer si vous en connaissez quelques-uns pour leur permettre justement de nous rejoindre et pour qu'ils ne ratent pas le démarrage. On nous a fait savoir que les gens se sentent plus à l'aise quand ils suivent une analyse en direct que quand ils la regardent en retard. Donc je veux garder justement ces possibilités-là. Je tiens justement, avant de commencer, à ouvrir une dernière parenthèse où je rassure tous ceux qui se sont inquiétés sur mon bras gauche qu'il va très bien. Je n'ai absolument pas de problème au poignet, je n'ai pas le moindre bobo sur mes mains. C'était un délicieux et un énorme poisson d'avril. C'était très amusant. Quand je dis qu'il faut garder une certaine touche d'humour dans ces temps difficiles, félicitations en tout cas à ceux qui y ont cru. C'était pour moi c'était gros comme voilà, c'était difficile à avaler. On ne tombe pas de l'escalier le 1er avril, on se fait un pansement totalement ridicule avec un bandage qui ne comporte ni plâtre ni rien du tout et en plus en confinement, a fortiori je me serais retrouvé à l'hôpital et je n'aurais pas encore eu le temps d'annoncer un quelconque problème. En tout cas, c'était amusant, c'était aussi intéressant. Il y en a qui ne sont pas tombés dans le panneau et je m'attarde dessus en fait pour adresser mes sincères condoléances à tous les ennemis de ma personne qui se sont réjouis du fait que j'ai un accident. Il paraît que comme j'ai parlé mal du président Paul Biya, le Seigneur Dieu ou Jésus ou je ne sais pas trop s'est donc fâché contre moi, il m'a puni. Désolé pour vous, le Seigneur Dieu est en confinement lui-même actuellement, il n'a pas le temps de punir qui que ce soit. Donc je vais continuer à dire ce que je pense de Paul Biya, de Paul Atanganji et de tous les pôles de la République sans qu'il ne m'arrive rien au poignet. C'est dans le même sillage que j'ai donné une vingtaine d'années à ceux qui s'intéressent à mes fractures. Et peut-être dans 20 ans, j'aurai un bras cassé ou quelque chose du genre. Pour l'instant, il n'y a aucune chance que cela arrive.
Donc voilà, maintenant que c'est fait, spécial coronavirus. Alors, qu'est-ce que le Covid-19? Le Covid-19, en fait, c'est... bon, quand on dit le coronavirus, il n'y a pas de coronavirus, il y a des coronavirus. C'est-à-dire, il y en a plusieurs. Quand on parle aujourd'hui du Covid-19, on est en train de parler du coronavirus qui s'est manifesté à partir de 2019. C'est ça le nom qu'on lui a donné, c'est-à-dire Coronavirus Disease, d'où l'abréviation Covid. Et voilà, 2019. On a tronqué comme ça pour s'assurer qu'il y aurait une facilité de prononciation. Tout le monde s'habitue à cette appellation Covid-19, c'est facile, plutôt que d'utiliser les noms scientifiques ordinaires. Il est donc apparu l'année dernière en Chine, et c'est justement un docteur chinois de la région de Wuhan, le docteur Li Wenliang, qui a justement tiré en premier la sonnette d'alarme sur le sujet. On était en décembre, on était même sur l'intervalle novembre-décembre, mais en tout cas, ça s'est popularisé à la fin du mois de décembre, où il a fait une sortie sur la plateforme médiatique WeChat, où il commençait à alerter ses homologues médecins sur la résurrection, la résurgence de la nouvelle version du même virus qui avait en fait terrorisé le monde il y a une vingtaine d'années. C'était en 2002-2003, le SARS ou le SRAS comme on l'appelle, qui avait contaminé près de 8 millions de personnes et qui en avait tué à peu près 700 voire 800. Voilà. Il avait aussi mis le monde en panique, comme ça paralysé les économies, même si l'échelle de propagation et la proportion des contaminations et des morts étaient bien moindres. Mais en tout cas, lorsque le docteur Li Wenliang depuis son hôpital à Wuhan s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle version de ce coronavirus qui ressemblait à 80% à l'ancien, il a tiré l'alerte à ses collègues et il leur a dit attention, il y a une autre épidémie qui s'annonce, il y a une vague qui peut encore nous causer énormément de problèmes. Donc, la République populaire de Chine, fonctionnant sur un régime autoritaire, un peu comme les pays africains au sud du Sahara ou les pays dictatoriaux du Moyen-Orient, a tout fait de tronquer l'information. C'est-à-dire qu'on a envoyé la police à son domicile et ils sont allés le menacer, ils sont allés lui faire signer un document sur l'honneur qui disait que voilà, je m'excuse d'avoir propagé des fausses rumeurs, je m'excuse voilà, d'avoir divulgué de fausses informations. Il a été menacé, il a été intimidé et on l'a sommé de continuer à vaquer à ses occupations. Il a même été en tout cas placé en garde à vue pour un moment. Et après, le 11 janvier 2020, il est retourné à l'hôpital à Wuhan où il travaillait et c'est là qu'il s'est fait contaminer par un patient. Il va donc mourir quelques jours plus tard, le 7 février, pendant que le reste du monde ne se doute pas encore que les proportions seront celles que nous avons aujourd'hui. Nous, par exemple, nous étions à Paris en pleine effervescence politique avec le professeur Maurice Kamto qui faisait une tournée dans les diasporas. Au Cameroun, ils étaient en mode Paul Biya, le meilleur choix. Enfin, chacun, voilà, on était dans la politique, on était dans nos jouissances quotidiennes. Et voilà, ce qui se passait chez les autres n'avait aucune chance d'arriver chez nous. Mais le retard à l'allumage de la Chine, c'est la raison pour laquelle je prends cet exemple. Le retard à l'allumage de la Chine est ce qui a fait que les contagions, en tout cas les cas se sont à une si grande vitesse multipliée dans cette partie du monde, dans la région de Wuhan, dans la région du Hubei. Aujourd'hui, la Chine s'en est sortie, oui, plus ou moins. En tout cas, cette région-là s'en est sortie. Ils ont pratiquement, je dis bien pratiquement, pas totalement, mais pratiquement, jugulé le fléau. Mais la raison pour laquelle ils ont dû prendre des mesures terrible, la raison pour laquelle cela a duré autant de temps et la raison pour laquelle les contaminations ont été aussi énormes, c'est parce que déjà à l'allumage, on a fait preuve de laxisme, on a fait preuve de négligence et on a intimidé ceux qui tirent la sonnette d'alarme. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la mort du docteur Li Wenliang, il y a énormément de médias en Chine, d'internautes et d'acteurs de la société qui se sont insurgés contre le mauvais traitement de l'information ou encore la négligence ou encore la dérive autoritaire de l'administration chinoise, et ils ont érigé justement Li Wenliang en héros national. L'État a été pris à partie et bon, c'est un peu retrouvé à se perdre en confusion parce que ce n'est pas facile de reconnaître comme ça qu'ils ont commis une erreur monumentale. Donc,
Le fléau a à ce jour, selon les chiffres officiels évidemment, touché il y a à peu près 80 millions de Chinois. 80 000 Chinois et il a causé la mort d'à peu près 3 000 personnes. On va peut-être revenir dessus tout à l'heure et voir comment la Chine n'a peut-être pas été claire sur ces chiffres et c'est pour l'Afrique en tout cas une leçon à tirer en disant ce que nous croyons cacher en pensant que nous faisons du mal à d'autres personnes peut se retourner finalement contre nous lorsqu'il y a une urgence sanitaire comme celle-ci, lorsqu'il y a un cas aussi important. Il faut de la transparence. Ceux qui ne font pas preuve de transparence peuvent conduire à ce que un petit problème en devienne un gros. Il faut trouver des solutions aux problèmes et non des problèmes aux solutions. La Chine qui au départ a muselé les lanceurs d'alerte s'est retrouvée avec une vague qui l'a presque étouffée et où elle a mis du temps à réagir en continuant de cacher les informations et elle a aussi causé énormément de tort au reste du monde parce que les gens se sont dit s'il y a X 1000 contaminés en Chine et Y nombre de morts par rapport à la totalité de la population chinoise 1,2 milliard ou 1,3 milliard d'habitants, c'est rien du tout. Donc, même si ça venait à toucher le reste du monde, ce ne serait pas grand-chose. Donc, en troquant les chiffres, en fermant la vérité, on amène les autres à faire de faux, de mauvais calculs qui après vont leur faire subir les mêmes choses que nous-mêmes on a subi. C'est un conseil aux Africains, aux pays africains qui brillent souvent par la dérive autoritaire et par justement la mauvaise prise d'information et en tout cas la mauvaise façon justement de traiter les sujets importants. Aujourd'hui, dont le coronavirus a conquis le monde entier, la première puissance économique et militaire et politique mondiale est actuellement aussi la première puissance contaminée en termes en termes de contamination, justement, ils sont aux États-Unis à près de 220 000 cas officiels déclarés de coronavirus. Quand on dit toujours 220 000, il faut savoir que ceux qui sont malades et qui ne le savent pas, ou ceux qui sont malades et qui ne se sont pas encore fait dépister, sont beaucoup plus nombreux. Donc, c'est vraiment grave quand on a entendu certains dirigeants du monde dire « Nous sommes en guerre, ce n'était pas de la plaisanterie ». Beaucoup de gens vont dire que oui, il y a énormément de maladies dans le monde, mais il faut leur répondre que ce n'est pas parce qu'il y a énormément de maladies dans le monde qu'il faut ajouter à cela d'autres maladies. Bien au contraire, on va leur dire justement, comme il y a énormément de maladies dans le monde, à plus forte raison, on doit prendre des mesures pour contrer les nouvelles maladies qui sont en train d'arriver. Comme il y a déjà énormément de maladies, énormément même de problèmes, parce qu'il n'y a pas que les maladies qui tuent, il y a les guerres, il y a les famines, il y a les conflits divers, les éléments géopolitiques, géostratégiques, voilà. Donc on ne va pas ajouter il y a un problème divers, il faut peut-être à travers la résolution de ce problème-ci prendre conscience sur les autres problèmes et élaborer des mesures pour les résoudre eux aussi, ou alors les mesures prises pour résoudre ce coronavirus par une méthode d'effet domino vont aussi amener à résoudre d'autres problèmes. Si je dis par exemple nous allons augmenter le nombre d'hôpitaux ou de lits de réanimation pour les patients du Covid-19, tant mieux, ça fait justement plus de lits de réanimation pour d'autres maladies quand le coronavirus n'existera plus. Donc, nous sommes en guerre, comme les dirigeants du monde ont dit de part et d'autre, et justement la situation est assez grave pour être signalée. Alors, le tableau comparatif nous montre donc, comme je disais, que la première puissance du monde et ses 220 000 cas inquiètent. Les pays européens sont, avant les États-Unis, étaient les plus touchés et le sont encore en tout cas devant le reste du monde, avec, comme vous le savez, l'Espagne qui a franchi la barre des 10 000 morts, l'Italie aujourd'hui qui a plus de 100 000 contaminés et plus de 13 000 morts. Et d'ailleurs, on est en train de dire actuellement qu'il est certain que sur les quelques 60 millions d'Italiens, on est au final près de 10% de la population qui soit touchée par ce virus-là à la fin. L'Allemagne, c'était pareil. On a dit, les analyses qui sortent de l'Institut Robert Koch ou encore des analyses de l'université Johns Hopkins américaine qui s'intéressent un peu à l'évolution des données dans
dans le monde, on a dit, il est possible qu'en Allemagne, à la fin de cette crise, si on estime que nous aurons jugulé le fléau d'ici le mois de juin, il est possible que pour un pays comme l'Allemagne, on soit à 2 millions de personnes qui auront contracté le virus. C'est donc pour dire que dans nos pays africains, quand aujourd'hui on dit il y a eu 50 cas, il y a eu 100 cas, il y a eu 200 cas, il est probable que non seulement nous ayons beaucoup plus de cas actuellement, mais aussi justement que sur l'intervalle qu'on est en train de fixer, c'est-à-dire dans 1, 2, 3 mois, nous soyons dans des canaux totalement exceptionnel, totalement différent de ce que nous avons aujourd'hui. Il vaut mieux s'attendre à cela et être agréablement surpris que ça n'ait pas lieu, plutôt que de se dire ça n'arrivera pas et être négativement surpris si ça venait d'arriver. C'est véritablement une guerre sanitaire, c'est véritablement quelque chose à prendre au sérieux. D'ailleurs, la véritable guerre est la guerre sanitaire, la véritable guerre est la guerre alimentaire, la véritable guerre est dans cette guerre sociale-là. Quand vous faites de la guerre avec des armes, vous pouvez décider n'importe quand d'arrêter et voilà, vous réconciliez et vous repartez de zéro. Mais quand il y a une crise sanitaire, quand il y a une crise alimentaire, vous revenez aux fondamentaux. Vous réalisez que l'important, c'est la santé, l'important, c'est la nutrition, l'important, ce sont les besoins justement élémentaires. Comme on dit besoins élémentaires, ça veut dire les besoins sans lesquels on ne peut pas vivre. Donc, les pays donc qui aujourd'hui, que je viens de citer, Italie, Espagne, États-Unis, Allemagne, ont la part, voire même Royaume-Uni, qui sont en train de tutoyer actuellement les milliers de morts et qui sont en train de connaître des pics de contagion et des pics de mortalité, mais totalement gargantuesques, ils ont en commun le laxisme au début de l'épidémie. Aujourd'hui, et c'est une approche qu'on entend beaucoup en Afrique, et elle est d'ailleurs très mauvaise, aujourd'hui, vous entendez des Africains qui vous disent, mais regardez les Européens, pourquoi eux qui sont très puissants, ils sont contaminés à l'heure actuelle. Il faut justement dire à ces Africains-là que, mais posez-vous la question, si des pays européens, américains, asiatiques, ultra développés comme ceux que nous avons ont autant de cas de Covid-19 chez eux, qu'est-ce que cela pourrait donner si qu'est-ce que cela pourrait donner en Afrique si nous faisons exactement les mêmes erreurs que ces pays-là ont fait? Parce que, et c'est l'ironie du sort, ça d'ailleurs surpris tout le monde, ne pensez pas que ces grandes nations ont réagi promptement, bien au contraire. Lorsque l'épidémie a commencé en Asie, le docteur Didier Raoult en France, qui est cité aujourd'hui comme le chevalier alpha contre le coronavirus en Europe et dans le monde, il a lui-même dit que le coronavirus, bon, on ne va pas s'extasier, on ne va pas s'exciter pour 2, 3 Chinois qui sont morts, ce n'est rien du tout, c'est un petit virus qui n'a rien de méchant. On a pensé à ce moment-là que ça n'arriverait qu'en Chine. Quand c'est arrivé en Europe et que l'Italie a commencé à plier sous le poids de ses morts et de ses contaminés, les pays européens, l'Allemagne, la France ont dit, bon, de toute façon, l'Italie n'a pas su s'équiper, l'Italie n'est pas, voilà, c'est un pays, ils n'ont pas un PIB si élevé que ça, c'est un pays du sud de l'Europe, pas très riche, c'est un semi-pays du tiers-monde. Il y a eu cette arrogance-là, même dans les débats télévision, on le voyait, et lorsque ça a commencé à toucher les pays européens à grande échelle, les Américains, cette fois-ci, ont dit, bon, de toute façon, ça ne nous touchera pas, ça n'arrivera pas ici. Ils ont fermé les frontières avec les pays européens, mais ils ont laissé les Britanniques encore entrer sur leur sol. Et les mêmes Britanniques, quand ça touchait l'Europe et les États-Unis, étaient dans la même logique de l'immunité collective en disant, bon, non, on ne va pas confiner les gens, de toute façon, on n'est pas européen, alors on va pas faire ce que fait l'Union européenne, on va continuer à travailler parce que l'économie doit fonctionner, parce que le pays doit continuer à avancer. Et M. Boris Johnson, qui est le Premier ministre britannique, il a dit, bon, dans chaque épidémie, il y a des gens qui meurent. Ce n'est pas un si grave problème que ça. Et de toute façon, les gens meurent de tôt tous les jours. L'épidémie peut tuer 5, 10 personnes. Ce n'est pas un problème. Si elle contamine un certain nombre de la population va développer des anticorps qui vont faire que ils vont ils vont s'immuniser. C'est-à-dire, on va s'immuniser en quelque sorte mutuellement. Bref, c'était un casse-tête totalement terrible. On se demandait mais où est-ce qu'il veut en venir? Et sur le tard, la Grande-Bretagne s'est rendue compte des erreurs qu'elle avait commises et a maintenant commencé à mettre sur pied des mesures et de confinement
et de construction des hôpitaux temporaires et de multiplication et des tests et voilà, et des structures de prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. Et maintenant, quand ça a touché donc l'Asie, l'Europe, l'Amérique et la Grande-Bretagne, les Africains, et ils sont en train de dire que non, ça n'arrivera pas chez nous sur la même échelle. Les plus superstitieux sont en train de dire que c'est Dieu qui est en train de punir les États-Unis, l'Europe et tout, et que voilà, c'est un problème des Blancs, et ça n'arrivera pas en Afrique, un peu comme ceux qui ont dit que c'est Dieu qui m'a puni parce que je me suis fracturé au poignet, avant de se rendre compte que Dieu n'avait pas beaucoup de temps de s'occuper de mon poignet, parce qu'il est en confinement, et que justement, il faut éloigner vraiment des problématiques sérieuses, des analyses aussi absurdes et aussi superficielles quand on est à l'ère de la rationalité et de la résolution pratique et pragmatique des problèmes qui nous arrivent. Donc, que l'Afrique prenne donc conscience, c'est la conclusion qu'on peut faire justement en ouverture de rideau en disant que l'Afrique prenne donc conscience de ce que ceux qui n'ont pas su tirer les leçons des malheurs qui arrivaient aux autres se sont retrouvés eux-mêmes épicentres de la chose, en se disant, si nous les Africains justement, nous avons des moyens techniques moins élaborés que ces pays-là, nous ne prenons pas des mesures adéquates, ce qui va nous arriver sera plus grave. Certainement, on va parler de l'Organisation mondiale de la santé qui disait que l'Afrique doit se préparer au pire. Je vous dis à ce sujet, ne criez pas tout de suite que pourquoi l'OMS nous dit l'Afrique doit se préparer au pire. Dites-vous plutôt, mais justement, nous avons moins de moyens déjà pour commencer que les pays qui aujourd'hui sont en train de subir la vague de plein fouet. Il est clair que si ça nous arrive dans la même envergure, les conséquences seront bien pires que ce que nous voyons en Europe. Et de deux, si c'est un virus, comme certains conspirationnistes qui peuvent avoir raison, si c'est un virus fabriqué en laboratoire par les grandes puissances pour nuire à l'Afrique, réjouissez vous-même que l'OMS vous ait dit préparez-vous au pire. Au moins ça fait que vous êtes en état d'alerte, au moins ça fait que vous êtes, voilà, sur le qui-vive, vous êtes justement en état de défense parce que vous attendez qu'un mauvais coup se prépare et vous prenez des mesures adéquates. Je préfère un cambrioleur qui me dit je vais venir ce soir et qui va bel et bien venir ce soir que quelqu'un qui me dit laisse tomber, tu es un ami, et qui hypocritement à minuit s'amène à ma fenêtre. À ce moment-là, la surprise et la débandade sera totale parce que je ne serai pas attendu à ce qu'ils viennent cambrioler. Donc moi je dis dans la même perspective et j'insiste, l'Afrique doit se préparer au pire. Il vaut mieux se préparer au pire et être surpris que le pire n'arrive pas, plutôt que de se dire ça n'arrivera pas et être surpris par la vague du pire. C'est d'ailleurs parce que les gens ont pensé que ça n'arrivera pas que nous avons eu ce qu'on a au Cameroun actuellement. On va dresser le tableau pour aller un peu de manière illustrée. Je me souviens, le jeudi 26 mars, on était à 88 cas au Cameroun, les cas officiels. On est passé après à 113 cas, alors qu'au début, on était en train de parler de 4 cas aujourd'hui, 6 cas demain. Quand on est passé en 24 heures, en moins de 2 jours, à 113 cas, j'ai constaté que nous n'avions plus une augmentation de 5 à 6 cas par jour, nous avions une augmentation de 10 à 20 cas par jour. Et après, le dimanche, on était à 138 cas. Le lundi, on était à 193 cas. Le mardi, on était à 223 cas. Le mercredi, Monsieur Manawa Malachi, le ministre de la Santé, a annoncé qu'il y a 67 nouveaux cas supplémentaires dans la région de Douala, dans un arrondissement de Douala, c'est même pas dans toute la ville. Donc à un moment donné, on va arrêter de compter de compter, en fait, d'additionner directement, mais plutôt de compter seulement les morts supplémentaires, les cas supplémentaires, parce qu'il sera difficile d'additionner en calcul mental quand on va dire, ok, on avait 223 cas, il y a 67 nouveaux cas, alors combien ça fait 223 plus 67? Donc, on voit comment, au fur et à mesure, l'épidémie s'accélère. Il se passe au Cameroun exactement la même chose qu'il s'est passé dans les pays occidentaux. Je me souviens à une époque en Allemagne avec 84 cas. Aujourd'hui, ici à près de 80 000. Parce qu'à un moment donné, on ne parle plus de 2-3 cas. Aujourd'hui, on a 6 000 nouveaux cas, on a 2 000 nouveaux cas, et ainsi de suite. Parce que l'Allemagne aussi n'avait pas su répondre à temps. Donc actuellement, et c'est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, nous sommes encore dans des proportions totalement soutenables par ce que les grandes nations de ce monde ont. Si vous allez au Tchad, par exemple, ils ont 7 cas. Hier encore, en tout cas, la comptabilisation d'hier avait moins d'une dizaine de cas.
de même que pour la RCA, ou encore une petite centaine de cas en République démocratique du Congo, tout au sud de l'Afrique centrale. Donc, même si c'est en train de venir, au moins on peut se dire que pour les pays faibles que nous sommes, on est encore dans des proportions où c'est supportable. On est encore dans des proportions où on se dit les mesures que les autres n'ont pas su prendre à temps, peut-être qu'il y a encore une possibilité pour nous de les prendre. Et quand je parlais de dresser un tableau illustratif, c'était pour que nous voyions justement si le Cameroun a su prendre, contrairement aux autres pays, les mesures qu'il fallait prendre quand il fallait les prendre. Donc, dans le paradigme de l'union sacrée, parce qu'il ne faut pas que tout à l'heure on dise que voilà, nous essayons de politiser l'affaire. Dans le paradigme de l'union sacrée, je l'ai mis en deuxième point de l'acte 1 parce que je sais comment les gens réagissent quand on parle de Paul Biya, quand on parle des acteurs politiques par rapport à une crise. Dans le paradigme de l'union sacrée, il est important en effet d'élaborer des solutions globales en tant que citoyen, de se dire qu'on est un pays, on est des acteurs, des enfants d'une même nation, et il faut réfléchir de manière coordonnée, de manière synchronisée, en symbiose aux problèmes, parce que ça nous concerne tous, il est clair. Je peux même avoir dans ma famille un oncle qui est du RDPC, même si je suis MRC et ainsi de suite. Mon cher oncle, monsieur Alain Sikapen, qui est décédé il y a 10 jours, il était justement un biaïste convaincu. Et évidemment, le Covid-19 ne va pas faire de tri. Il peut me faucher, moi, le MRCiste, comme il l'a fauché, lui, le RDPciste. Il ne fera pas de distinction. Et donc, il est important, en effet, de ne pas faire de la récupération politique. Même si, évidemment, il faut accorder aux acteurs politiques le mérite de ce qu'ils font, s'ils le font et quand ils le font. De ne pas faire de récupération politique signifie de ne pas utiliser le volet sanitaire pour dire je suis le meilleur politicien, mais plutôt d'élaborer des mesures et des propositions parce que c'est le rôle de toute façon d'un acteur politique. Or, la problématique que nous avons au Cameroun, c'est que ceux qui nous ont dit de ne pas politiser parce qu'on voyait des gens qui faisaient de la sensibilisation avec des chasubles qui étaient estampillés MRC ou d'un parti quelconque. Maintenant, puisqu'il s'agit de l'administration d'un régime au pouvoir, on était surpris de voir qu'après, on avait les mêmes activités de sensibilisation estampillées RDPC. On peut mettre cela de côté et constater après que les gens qui nous disent donc de ne pas faire de récupération politique, quand il y a une mesure gouvernementale, ils nous amènent à dire bravo au président Paul Biya. Ils nous amènent à dire que voilà, la magnanimité, la grandeur d'âme de Paul Biya, disons, merci aux autorités, disons, en fait, pour dire après que grâce à l'administration camerounaise, grâce aux politiques camerounais, nous avons pu résoudre le coronavirus. Nous ne voulons donc pas d'un deux poids, deux mesures. Il faut que celui qui ne veut pas qu'on parle de Paul Biya, enfin, celui qui ne veut pas qu'on parle de Maurice Kamto ou de Joshua Oshie ou de je ne sais pas qui comme sauveur du Cameroun dans la problématique du coronavirus, doit justement considérer toutes les actions gouvernementales comme relevant du devoir de ces autorités. Parce que quand on est ministre, quand on est un président, la fonction exige qu'on pourvoie au bien-être des populations. Donc on se lève chaque matin en disant « je fais mon devoir ». C'est pour ça que si vous débloquez à un moment donné de l'argent du contribuable, vous ne devez pas dire « et regardez, j'ai débloqué 1 million » ou 2 millions pour résoudre, pour, je sais pas, bitumer 1 centimètre de route à tel endroit. On va te dire, ben oui, justement, si tu as été nommé ou si tu as été élu, c'est exactement pour faire ça, parce qu'il faut quelqu'un pour gérer les caisses de l'État. Ne demande pas qu'on te dise merci avec un argent que nous, on a versé dans les caisses publiques et dont tu es simplement chargé d'assurer la gestion. C'est pour ça qu'on met en prison, en tout cas dans les pays normands, ceux qui détournent. Parce que le fait d'utiliser à bon escient, c'est faire exactement ce pourquoi on est à ce poste. Si vous n'utilisez pas à bon escient, vous êtes sanctionné parce que vous n'avez pas le choix. Ce n'est pas facultatif. Un ministre, un gouverneur ne se dit pas selon son humeur, je vais utiliser ça pour le bien public ou non. Il doit comprendre qu'il est obligé. Il n'y a pas d'alternative. Il ne doit faire que cela. Donc,
La problématique de l'union sacrée, c'est comme ça. L'union sacrée ne signifie pas, je l'ai dit sur Equinox TV, on dit bravo à tout ce que le gouvernement fait. L'union sacrée signifie si le gouvernement a des manquements, des failles dans un domaine, si le gouvernement a oublié quelque chose ou si le gouvernement a été malhonnête à tel ou tel endroit, on le dit mais non, tu es complètement malhonnête dans ce que tu dis. Vous avez vu aujourd'hui enfin, c'est-à-dire le gouvernement du Cameroun est devenu une sorte de brigade anti-Kamto, c'est-à-dire c'est la BAK. Lorsque Maurice Kamto a exhorté Paul Biya à prendre sous une semaine des mesures que la fonction présidentielle exige, les ministres qui ont certainement pensé en se réveillant le matin qu'il y avait Paul Biya sur leur acte de naissance, délaissant leur fonction principale, se sont précipités pour répondre par vague à Maurice Kamto. Et donc, on ne va pas dire aux citoyens lambda, au nom de l'union sacrée, de ne pas critiquer le fait qu'un ministre du Travail, quand la problématique de l'informel se dresse au Cameroun et rend difficile le confinement, un ministre du Travail s'attelle plutôt à répondre à un opposant politique plutôt que de l'ignorer et de vaquer à ce à quoi sert un ministre du Travail. L'union sacrée, c'est donc de dénoncer toutes les hérésies gouvernementales parce que ça ne sert à rien au pays, parce que ça ne perd pas parce que ça perd énormément de temps, d'autant plus que la requête de Maurice Kamto est totalement fondée. Ceux qui disent aujourd'hui Paul Biya, pourquoi devrait-il parler? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est ça qui va mettre fin au coronavirus? Devraient se poser les questions. Est-ce que le fait de ne pas parler mettra fin au coronavirus? Donc c'est une fausse question, c'est une fausse problématique, c'est de la sorcellerie. Parce que quand on est président, on a le devoir de s'exprimer. C'est-à-dire, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas comme si on rendait service à quelqu'un ou pour les beaux yeux de la population, on s'exprime quand on veut la consoler ou bien quand elle fait le bébé, comme on dit. Non, c'est l'exigence de la fonction. Quand je demande les avantages d'une fonction précise, je dois aussi je dois aussi être capable de supporter les inconvénients de cette fonction-là. Donc, ce paradigme de l'union sacrée nous amène dans un autre point A de l'acte 1. Quelle a été la réaction du Cameroun lorsque le coronavirus est arrivé sur place? Et l'observation nous dit que malheureusement le Cameroun a fait exactement comme les pays occidentaux ont fait, ou alors est même encore en train de faire un peu comme les pays occidentaux l'ont fait. Et quand je dis le Cameroun, là on va être objectif, ce n'est pas que les dirigeants politiques, ce n'est pas que les ministres ou Paul Biya. Même dans la population, vous avez entendu lorsqu'on a fait des micro-trottoirs, des gens qui vous disent que bon, de toute façon, le coronavirus c'est l'affaire des Blancs, il n'arrivera pas sur le terrain. D'autres vous ont dit le coronavirus ne résiste pas à la chaleur. J'étais d'ailleurs surpris, la ministre... Minette Libon, Lili Ken, qui justement a appuyé dans une information, enfin dans un audio qui circule en ligne actuellement, a appuyé le fait que oui, de toute façon, le virus ne résiste pas à la chaleur, pourquoi est-ce que maintenant on nous donne une version autre? Bon, le virus peut ne pas résister à la chaleur, le virus peut ne pas toucher les noirs et tout, ça ne change rien. En guise de prévention, on se protège. Actuellement, par exemple, je suis convaincu que je ne serai jamais malade du coronavirus parce que j'ai un système immunitaire très bon. Je ne suis pas tombé malade depuis 12 ans et je ne crois pas que c'est ce virus-ci qui viendra mettre fin à cette série. Et ça n'empêche pas que je me confine, je suis les instructions, j'évite de me mélanger aux gens. Et voilà, je suis les directives qui ont été données par le pays dans lequel je me trouve. Parce que personne n'est à l'abri de l'inattendu. Prévenir vaut mieux que tomber malade et guérir. Quand on prévient, on ne tombe même pas malade. Plutôt que de tomber malade et de guérir avec les séquelles que ça peut laisser. Donc, la réaction du Cameroun lorsque, en fin février, début mars, le Covid a commencé à s'implanter à travers le monde, a été de continuer à fonctionner normalement. Aujourd'hui, quand je vois la petite Belgique, où on nous dit qu'ils ont à peu près 13 000 cas actuellement pour plus de 500 morts, je me souviens que la Belgique avait confiné avant même les pays que sont la France, l'Espagne et tous les autres. Et ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui, il y ait un aussi grand nombre de cas dans ce pays-là. Ça veut donc dire qu'il est possible que même si aujourd'hui le Cameroun venait y appliquer des mesures, il est possible qu'il soit déjà trop tard. Ça, on ne le saura qu'à la fin, on ne le saura que dans les semaines qui viennent. Ce qui veut dire qu'il aurait donc déjà fallu, à ce moment-là, faire exactement ce que les pays préventifs ont mis sur pied, à savoir la restriction.
Pourquoi est-ce que je parle d'abord de ce qu'on aurait dû faire avant de venir sur ce qu'on fait ou alors sur ce qu'on doit faire encore? C'est pour éviter que les erreurs se répètent. Beaucoup de gens vont vous dire oui, oui, mais c'est le passé. Ok, on n'a pas fermé les frontières à temps, on ne s'est pas confiné il y a temps, mais c'est le passé. Passons dessus. À cela, je réponds, attention. C'est la même chose aujourd'hui quand on dit telle ou telle chose doit être faite, vous dites que non, laissez tomber, qu'est-ce que ça va changer? Et demain, quand on va vous dire cela aurait dû être fait, vous direz encore bon, de toute façon, c'est passé, il faut voir maintenant ce qu'on va faire et le cycle va recommencer. Ce type d'envoûtement-là ne doit pas avoir lieu parce que actuellement, comme quand on dit Paul Biya doit s'exprimer pour instaurer la discipline, des gens vous disent ça va changer quoi. Quand demain, le laxisme et le laisser-aller populaire va conduire à la propagation à grande vitesse du fléau, et que vous direz, bon, Paul Biya aurait dû s'exprimer pour que les gens se comportent comme il faut, ils vont dire oui, mais c'est déjà passé, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On ne veut pas entrer dans cette spirale idiote, on veut être justement dans la proactivité, c'est-à-dire réagir du tic au tac, dans le hic et non, le ici et maintenant. Donc, la réaction du commande a été tardive parce que lorsque les premiers cas ont commencé à se signaler déjà en Égypte, partout ailleurs en Afrique, même quand ce n'était que un, deux cas, à ce moment-là, le Cameroun aurait pu se dire on nous a dit oui que le virus résiste à la chaleur, mais l'Égypte est quand même l'un des pays africains les plus chauds. L'Égypte, c'est le temple du Sahara, c'est-à-dire les gens ne vivent en Égypte que au niveau du delta du Nil et de part et d'autre du fleuve. Les 80% du pays sont une zone désertique, c'est-à-dire c'est un pays très densément peuplé, mais maintenant par rapport à la superficie, c'est un pays où la densité de la population au kilomètre carré est l'une des plus faibles sur Terre, parce que voilà, le gros du pays est totalement vide. Il fait très chaud là-bas et les gens sont malades quand même. À ce moment-là, on comprend que peut-être la version selon laquelle le virus résiste à la chaleur n'est pas la bonne. Il vaut mieux se prémunir de cela, il vaut mieux prévenir cela sans attendre de voir si c'est la vérité ou pas. Parce que les virus ne sont pas des machines. Les virus, même si ce n'est pas des êtres vivants, ce sont des organismes vivants. Donc, ils peuvent s'adapter à un environnement, ils peuvent changer, ils peuvent muter, vous le voyez très bien. La peau n'est pas un être vivant, mais c'est un organisme vivant. Quand vous allez dans des endroits chauds, vous allez noircir si vous êtes noir marron. Si vous avez la peau claire ou la peau blanche, elle va subir des irritations et ainsi de suite. La peau, les organismes vivants, quels qu'ils soient, s'adaptent. Si vous mettez, enfin je ne sais pas, si vous vous attachez très longtemps la main, quand vous allez enlever ce que vous aviez attaché sur la main, votre main va garder pendant un certain temps les traces de la pression qu'elle a subie. En fait, les organismes vivants essayent de s'adapter à leur milieu. On dit que les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au changement des milieux. Les micro-organismes, eux, ils savent plus ou moins le faire. C'est comme si plus on est petit, mieux on sait s'adapter. Et c'est pour ça que même si le virus à l'origine n'était pas sensible à la chaleur, était sensible à la chaleur, il est possible maintenant qu'il ne le soit plus. N'oubliez pas que le Covid-19 n'est que le SARS-CoV-2, c'est-à-dire la version 2 du coronavirus qui a tué les Chinois et 700 personnes dans le monde en 2002-2003. C'est une nouvelle version de ce virus-là. Il contient 80%, selon le docteur Li Wenliang que j'ai mentionné au début et qui a donné l'alerte, il contient 80% de l'ancien virus et maintenant il a 20% de ses propriétés personnelles. Ça fait donc il est possible que ce ne soit pas le même coronavirus qui soit en Afrique que celui qu'on a en Europe actuellement. Au contact de la chaleur, il peut se transformer, il peut muter, il peut grandir et apporter des dégâts qu'il n'aurait pas pu apporter sous sa forme initiale à l'origine. Donc à ce moment-là, on aurait dû être prudent, on aurait dû pratiquer de la prévention à ce moment-là. Et comment ça aurait dû fonctionner, cette fameuse prévention au Cameroun? Vous avez au début du mois de mars des premiers cas qui se présentent en Europe et en Afrique. Vous vous dites, bon, on va être prudent, on va prendre le mois de mars et vraiment sacrifier le mois de mars. On ne va pas en mourir. On va sacrifier le mois de mars en bloquant les frontières du pays. Personne n'entre au Cameroun, personne ne sort. C'est ce qu'ils auraient dû faire, mais ils ont laissé. Personne n'entre, personne ne sort. On réquisitionne ceux qui ont pris les avions ces derniers jours. On les teste. S'ils sont négatifs, bon,
on les relâche. Ou alors, si on n'a pas les tests, on les met en quarantaine. Si après 14 jours, la phase d'incubation, ils n'ont pas manifesté de symptômes, on part du principe que bon, peut-être ils sont guéris et on peut les relâcher. Mais il est plus important de tester parce que on peut être un porteur asymptomatique, c'est-à-dire un porteur qui ne présente pas les signes de la maladie. Il n'a pas perdu le goût, il n'a pas perdu l'odorat, il n'a pas des poussées de fièvre, il n'a pas mal à la tête, il n'a pas des difficultés respiratoires, il n'a pas une hausse de température. Voilà les principaux symptômes du Covid-19. Donc, on aurait pu à ce moment-là, on n'avait pas besoin de commander des tests en Chine ou je ne sais pas. À ce moment-là, on disposait encore les moyens de juguler cette crise qui n'en était pas une. Parce qu'on n'avait que quelques centaines de passagers justement qu'il fallait contrôler ou du moins mettre en quarantaine pour un temps et voir, voilà. À partir de ce moment, on se dit, bon, on a vu qui a le Covid-19, qui ne l'a pas. Je crois que les premiers cas, c'était sur l'intervalle du 5 au 7 mars 2020. C'est les passagers de ces vols-là, les premiers qui ont apporté le Covid-19 au Cameroun. Donc à partir de ce moment-là, quand on ferme les frontières, on confine ceux qui ont voyagé et on circonscrit l'épidémie à un éventail très réduit de personnes. Vous n'avez besoin ni de débloquer des milliards, ni d'avoir des fonds spéciaux, ni des tests, ni des masques. Vous n'avez besoin de rien pour juguler la crise à ce niveau-là. C'était encore infime. Et pendant tout le mois, personne n'entre, personne ne sort du Cameroun. Donc, on n'aurait pas de coronavirus en mars au Cameroun. Et le fait que les cas soient en train d'augmenter un peu partout dans le monde aurait donné raison à cette mesure et on aurait continué à garder les frontières fermées. Quand les frontières sont fermées, vous pouvez vaquer à vos occupations comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de confinement, il n'y a pas besoin de masque, il n'y a pas besoin de gel hydroalcoolique. Bref, la vie suit son cours, la vie continue. Toutes les problématiques que nous avons aujourd'hui, nous ne les aurions pas eues. C'est ce qu'il fallait faire. Or, lorsque vous commencez à dire à ce moment-là, je me souviens des discussions que j'avais avec les gens déjà à la mi-mars où je disais que on était le 10 mars, quelque chose comme ça. Et quelques jours plus tard, le 14 mars, Monsieur Kavaye Djibril, le mercredi 14 mars 2020, est arrivé au Cameroun. Il vient d'un pays, la France, où on était déjà à plus de 5000 cas à ce moment-là. Il ne se met pas en quarantaine, on ne communique pas sur son statut. Et là, on s'est dit, mais ce pays n'est pas sérieux. La problématique donc qu'on a avec certains Camerounais qui aujourd'hui disent que la diaspora a importé le virus au Cameroun, attention, ne tombez pas, c'est-à-dire ne soyez pas ne soyez pas vampirisés par des gens qui veulent faire le transfert de culpabilité. On n'est pas certain que ceux qui ont amené le Covid-19 au Cameroun sont de la diaspora. La diaspora signifie je vis en Europe et je suis allé au Cameroun pour 2 semaines. C'est-à-dire après 8 ans, 3 ans, 2 ans en Europe, je suis reparti au Cameroun. Voilà la diaspora. La diaspora, ce n'est pas ceux qui font le zigzag. Kavaye Djibril vit au Cameroun. Ça n'empêche pas qu'il était en Europe depuis le 13 février. Le jour de l'anniversaire de Paul Biya, il a voyagé, il est allé en France. Il est rentré le 14 mars, c'est-à-dire un mois plus tard. Kavaye Djibril, 80 ans, malade. Il est certainement allé se faire soigner, on ne sait pas trop de quoi. Il est rentré à la va-vite parce que le virus est en train de sévir en France. Il est donc rentré au Cameroun. Et même s'il n'est pas malade de Covid-19, en tout cas même s'il n'a pas présenté les symptômes de Covid-19, moi je n'ai pas vu son carnet médical, de toute façon on nous a fermé les informations. Quand on les demandait justement, même s'il les a cachées, il est possible qu'il soit porteur asymptomatique. Quand vous êtes porteur asymptomatique, vous contaminez le voisin qui, lui, va peut-être présenter des symptômes. Il va contaminer sa voisine, qui va contaminer son frère, qui va contaminer son oncle. Et à partir d'une seule personne, comme ça s'est vu en 2002, lors du SRAS qui a frappé la Chine, une personne qui a contaminé un personnel dans un ascenseur d'hôtel a été responsable de la contagion de 4000 personnes à travers le monde. Ça veut donc dire que les cas, c'est-à-dire vous pouvez être porteur qui ne présente pas le moindre symptôme, qui ne présente pas le moindre problème, mais à cause de vous, beaucoup de gens perdent la vie. C'est donc pour ça qu'il faut condamner, fustiger et accuser fortement et vertement l'attitude absolument irresponsable, absolument barbare et sauvage du président de l'Assemblée nationale Kavaye Djibril qui a justement mis en danger, mais de façon totalement consciente, totalement désinvolte, la vie de ses compatriotes. Parce que je suis le président de l'Assemblée nationale, je débarque au Cameroun, on m'appelle Excellence, donc comme le coronavirus se préoccupe des excellences, je me suis soumis
à aucun contrôle, ou du moins, il n'y a aucune communication auprès des citoyens. Ce n'est que quelques jours plus tard, quand on a déjà bien fabriqué une belle histoire, qu'on vous dit non, il n'est pas positif, on ne veut pas de polémique, voilà. Ce type de choses, c'est ce qui met dans un pays à genoux. C'est ce qui va causer la disparition de beaucoup de nos proches. La bonne nouvelle, je dis bien la bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, c'est que finalement, le Covid-19 ne va épargner personne. Heureusement que lui, il ne discrimine pas. Heureusement que ceux qui ont amené consciemment le Covid-19 au Cameroun subiront eux-mêmes, peut-être pas sur leur corps, mais à travers leur famille, leurs proches, les conséquences de leur stupidité. Et à ce moment-là, ils se rendront compte que la prochaine fois, il ne faudra pas se dire comme je suis excellence, je ne suis pas contrôlé, je ne suis soumis à aucun test. Le coronavirus, les maladies de manière générale, de toute façon, se fichent pas mal de vos excellences. Dans le Cameroun a fait preuve d'un laxisme terrible à ce moment-là. Quand le problème était facile à résoudre, il ne l'a pas résolu. Et les personnalités, il n'est pas le seul. Le commissaire divisionnaire, monsieur dont la femme est décédée il y a quelques jours justement, dans le même sillage, est venu extirper sa femme d'un hôpital. En fait, on a des conduites mais totalement irresponsables, des responsables qui font preuve d'irresponsabilité, c'est-à-dire, permettez-moi la triple tautologie. Ils sont responsables dans l'administration publique. C'est eux qui sont garants de la vie, de la sécurité des populations, mais c'est eux qui, dans les faits, démontrent la plus grosse irresponsabilité. Vous allez donc dire quoi s'il s'avère que ce qui a amené le coronavirus au Cameroun n'était pas de la diaspora, mais plutôt des gens qui vivent avec vous tout le temps, mais qui, comme ils voyagent et qu'ils ont vu que bon, eux, ils peuvent zigzaguer comme ils le veulent, c'était très chaud là-bas, ils sont allés au Cameroun. Sachez que les mbenguistes ordinaires, ceux qui vivent 2-3 ans, ils sont tellement pris par les cordes de la vie en Europe qu'ils ne peuvent pas décider comme ça du jour au lendemain d'aller au Cameroun. Ce n'est pas si facile que ça. Seuls ceux qui voyagent autant, c'est ceux qui zigzaguent de toute façon. On n'est pas en période de vacances pour se dire en mars les gens sont allés au Cameroun. Ceux qui sont allés au Cameroun, les mbenguistes longue durée, y étaient en décembre et sont rentrés en début janvier et n'ont plus vraiment d'argent, à quelques exceptions près, pour retourner au Cameroun quelques temps plus tard. Surtout qu'il faudra maintenir un certain train de vie. Ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui en sont capables, donc c'est ceux qui vivent avec vous là-bas. Deuxième élément, ça ne sert à rien de dire le coronavirus a été importé, mais oui, évidemment qu'il a été importé. Il a été importé à tous les pays. Il est apparu en Chine, en tout cas officiellement, il est apparu en Chine. Dans tous les pays qui aujourd'hui souffrent de Covid-19, ça a été importé. Donc ça ne veut rien dire de dire ça a été importé, ça vient d'ailleurs. Mais il est clair que ça ne vient pas du Cameroun. Ce n'est pas ça le sujet, il vient d'ailleurs. Mais ce sont les autorités aéroportuaires du Cameroun qui ont dit vous pouvez y encore entrer au Cameroun. Si c'était un opposant politique, on aurait fermé les frontières. C'est très facile et d'ailleurs il y en a beaucoup parmi vous, ces illuminés qui écrivent tout le temps, tentent un peu de remettre les pieds au Cameroun. Bon, parce que quelqu'un dit que Paul Biya est un crétin, Paul Biya a un bilan médiocre. Vous savez mettre les mesures d'interdiction d'accès au Cameroun. Vous savez leur dire tu ne viens plus au Cameroun. Vous savez leur dire on a pris des dispositions pour que les frontières te soient fermées. Mais sur les véritables sujets qui mettent votre vie en danger, vous laissez les frontières ouvertes pour accuser ceux qui sont venus au Cameroun. Ça s'appelle de la sorcellerie. Je répète, quand on appelle République illyrienne de Crevetoni, vous dites qu'on fait la caricature, on parle mal du Cameroun à l'étranger. Voilà donc un pays pour qui les opinions politiques divergentes sont plus importantes que l'exigence sanitaire. Paul Biya avait dit il y a quelques années, personne ne souffrira plus, n'aura plus à souffrir pour ses opinions politiques. Après, on a vu des femmes de ménage en prison. Après, on a vu Wilfred Siewé de la diaspora en prison qui n'a aucun engagement politique. Et aujourd'hui, on voit des gens qui, parce qu'ils ont leurs opinions politiques précises anti-Paul Biya, on leur dit vous n'irez plus au Cameroun. Pendant que dans le même temps, quand il fallait donc fermer les frontières, ceux qui avaient la maladie sont venus au Cameroun et ont contaminé tout le monde. C'est du motonisme, c'est du wamakulisme. Ce sont les mots que j'utilise souvent et ils vous vont très bien parce que les comportements que vous soutenez, je parle à ceux qui soutiennent ces comportements, vont totalement dans le sens de ce motonisme-là. Le motonisme, ça veut dire je suis ce qu'on me dit comme une marionnette sans réfléchir proprement. C'est-à-dire, depuis François Swanning qui disait quand Paul Biya dit va, je va, la caricature, parce que les gens ont l'habitude de dire, bon, les autres partis politiques aussi ont des gourous à leur tête. Non, ça part d'un gourou principal qui, justement,
avait des entités, des porte-flambeaux qui, au lieu de faire leur devoir au nom de la République, faisaient leur devoir au nom de Paul Biya. Et encore, est-ce qu'ils le faisaient vraiment? Avec tous les honneurs que j'ai pour elle, Madame Foning est quand même morte d'un accident de circulation dans une route totalement minuscule que eux, de la fonction publique depuis 38 ans, ont été incapables de transformer en autoroute. Nous sommes victimes de nos propres hérésies et parfois la mort, justement, quand elle arrive, ne gère pas si tu es du RDPC, de Paul Biya ou de je ne sais quoi. Donc, il faut que cette version absurde disparaisse totalement de vos bouches. La diaspora n'a rien amené de coronavirus au Cameroun. Ceux qui ont amené le coronavirus au Cameroun, ce sont les Chinois que vous laissez entrer parce que vous êtes devenu très ami de la Chine. Vous avez laissé comme une vraie prostituée économique. Vous avez laissé un pilleur pour un autre. Encore, vous n'avez même pas laissé le pilleur. Le pilleur européen est toujours là. Vous avez juste multiplié les pilleurs comme une prostituée qui multiplie ses clients. Vous avez laissé les Chinois entrer et les Français y entrer qui ont aussi amené le coronavirus de la même façon qu'ils ont amené la syphilis pendant l'esclavage en Afrique, de la même façon qu'ils ont amené la grippe espagnole en 1918 et 1919, vous avez encore laissé ces étrangers-là venir. Vous avez laissé les Camerounais, les super Camerounais qui vivent avec vous, mais qu'on appelle grands frères au président, au quartier, parce qu'ils vont en Europe tout le temps. Vous les avez laissés rentrer, vous avez laissé les frontières ouvertes, parce que tout ce qui vous intéressait, c'était de fermer les frontières à ceux qui soutiennent Maurice Kamto et qui disent que Paul Biya est un usurpateur de pouvoir. C'est ce qu'on appelle être hors sujet, présent dans des préoccupations absurdes et absent là où le destin attend, là où le devoir vous appelle. Voilà donc les conséquences. C'est eux qui ont mis le pays à feu et à sang maintenant. C'est eux qui ont causé la grande accélération des cas de coronavirus au Cameroun, comme on est en train de les observer. Paul Atanganji, le deuxième élément qu'on peut mentionner dans ce contexte, qui est ministre de l'administration territoriale, ne semble pas avoir compris donc ce qu'est l'administration territoriale. J'ai vu il y a quelques jours un journal qui a fait de lui le meilleur ministre de l'administration territoriale de l'histoire. Vous savez pourquoi ce journal l'a consacré ainsi? Parce que c'est un journal pro-Biya et parce qu'un bon Camerounais, c'est un Camerounais qui est prêt à tuer ses compatriotes pour les intérêts de Paul Biya. Si vous tirez sur une femme parce que Paul Biya vous l'a demandé, vous êtes un patriote républicain. Si vous sauvez quelqu'un et vous construisez un puits, et que vous dites en même temps que vous ne voulez rien voir avec Paul Biya, on ne parlera pas du puits que vous avez construit, on ne parlera pas de vous. Vous êtes même un déstabilisateur du Cameroun, puisque pourquoi vous critiquez le président de la République? C'est donc pour ça que Paul Atanganji, dans ce pays-là, on a été habitué à réprimer la population, on a éduqué l'armée, la police, les autorités administratives à menacer tout le monde, à ne jamais faire de pédagogie. Il a donc été consacré meilleur ministre parce qu'il a très bien fait son boulot dans ce domaine. Sortir et menacer tout le monde, c'est très vrai. Quand je dis ministre du banditisme et de la menace, c'est en fait en connaissance de l'antécédent du personnage. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire, voilà, il a été formé à une pédagogie quelconque, il a un passé de truand, on l'a nommé ministre d'une activité, chef de la police. Il n'y a rien de mieux ou de pire qu'un truand au ministère de la police. C'est la meilleure façon de tétaniser toute une population. Il l'a très bien fait pour les intérêts de Paul Biya. Maintenant qu'il y a une problématique qui ne concerne ni Paul Biya, ni Maurice Kamto, Paul Atanganji et aux abonnés absents, parce que là, il faut faire de la pédagogie, parce que là, il faut organiser le territoire, parce que là, il fallait fermer le territoire quand la crise sanitaire commençait encore. Mais comme ce n'était pas la brigade anti-Sardinard, comme ce n'était pas les camptoïstes, comme ce n'était pas les émersistes, comme ce n'était pas toutes les mouvances dissidentes de la diaspora, on pouvait continuer d'entrer au Cameroun, dont le coronavirus était plus grave que les opinions politiques divergentes. Sauf que ni Maurice Kamto, ni la brigade anti-Sardinard, ni je ne sais pas quel mouvement de contestation au Cameroun, comme dans la diaspora, n'a tué quelqu'un, mais les acteurs du coronavirus sont venus tuer des gens, en collaboration déjà avec la crise qu'il y a au Nozo, où les Ambazoniens tuent des gens, avec l'armée aussi qui tue des gens. On avait donc déjà 2 acteurs meurtriers là-bas sur place. Il y a des acteurs qui s'y sont ajoutés et qui ne sont pas les acteurs politiques qu'on attendait. Voilà donc un pays hors sujet qui ne sait pas prendre les mesures quand il le faut, là où il le faut,
parce que le patriotisme se résume à dire Paul Biya est un excellent président, même devant l'évidence de la médiocrité quotidienne de l'État du Cameroun. C'est assez incroyable. C'est comme si les gens voudraient que vous fassiez de la magie. Les mêmes gens qui vous disent on ne peut pas fermer les bars entièrement parce que justement les gens ont besoin de gérer leur bas pour survivre. Les Ben Skinner ne peuvent pas arrêter leurs activités parce que ils ont besoin de travailler pour survivre. Ce sont les mêmes gens qui vous qui vous demandaient de dire que Paul Biya est un bon président. Mais voilà donc maintenant qu'on se rend compte qu'on a une économie informelle, donc on n'a pas d'économie, c'est de la débrouillardise. Quand on disait qu'on n'a pas d'économie, on disait taisez-vous, vous voulez détruire le Cameroun, Paul Biya est un bon président. Le Covid-19 nous met donc à l'épreuve de prouver que c'est un bon président en nous confinant et en s'auto-gérant pendant un temps. Et on se rend compte que c'est impossible parce qu'il n'y a pas d'économie, parce que l'économie était basée sur la consommation d'alcool, une moyenne de 650 millions de mètres cubes d'alcool consommé par an. Mais c'est incroyable. Et les Ben Skinner que Paul Biya lui-même avait mis sur un piédestal en disant voilà, ce sont les métiers porteurs, ce sont les métiers d'avenir, voilà sur quelle base on a mis l'économie camerounaise. Les crédits pour l'économie formelle sont compliqués. Les soutiens administratifs pour monter des entreprises privées sont compliqués. Quand en plus vous êtes un opposant, c'est compliqué. Voilà donc le coronavirus qui nous montre que nous n'avons pas d'économie, nous ne pouvons pas faire les mesures que les grandes nations de ce monde sont en train de faire. Donc quand je dis, ne vous fâchez pas quand on dit l'Afrique doit se préparer au pire, dites-vous justement que si les pays qui confinent ont autant de morts, combien de morts aurons-nous, nous qui ne confinons pas? Posez-vous les questions sur la bonne forme. Le coronavirus ne va pas regarder qui veut déstabiliser le Cameroun ou pas. Quand il est déjà sur le terrain, il applique de manière totalement arbitraire ses sévices. Et si vous n'avez pas pris des mesures, il va tuer autant de personnes que possible. Il ne veut pas savoir si on l'a créé en laboratoire. Il ne veut pas savoir ce qu'a écrit l'OMS. Les virus ne lisent pas. C'est un virus, c'est un organisme totalement invisible à l'œil nu et même pas visible sous n'importe quel microscope, dont il ne veut pas savoir si c'est l'OMS qui va déstabiliser le Cameroun, si c'est la France qui veut détruire avec ses vaccins. Il ne gère pas cela. Si vous ne vous appliquez pas quand il le faut, si vous ne critiquez pas ce qu'il faut quand il le faut, parce qu'on vous a dit union sacrée, on va se retrouver à genoux parce que des gens pensent que l'amour du pays, c'est la félicitation de l'absurdité. L'absurdité de l'économie informelle nous a conduit à l'impossibilité de se confiner et donc à la propagation à vitesse grand V d'un fléau qui aurait pu être évité. Voilà la vérité. Tout ce qu'on peut dire après n'a aucun sens. Voilà donc l'administration territoriale qui n'a pas fait son boulot. Le ministre de la Santé, maintenant, Monsieur Manaoda Malachi, a fait un excellent boulot. En tout cas, ces derniers temps, il s'attelle à recenser les cas. Il communique au quotidien. Ça devient de plus en plus difficile pour lui. On voit comment il est délaissé et par ses pairs qui sont plus préoccupés à insulter Maurice Kamto plutôt que à chercher des voies de sortie de crise et par Paul Biya. Donc, Manaoda Malachi, l'erreur que lui, il a commise au début, c'était de soutenir l'insoutenable sur le cas Kaveh Yegei Djibril et toutes les personnalités qui sont arrivées au Cameroun sans prendre les mesures qu'il fallait et qui a laissé, après qu'on accuse la population, en tout cas la diaspora, la population de la diaspora, d'avoir amené le Covid-19 au Cameroun. Le pire, c'est que ceux qui disent que la diaspora a amené le Covid-19 au Cameroun, ils disent que c'est ceux qui critiquent le Cameroun tous les jours, c'est-à-dire les anti-Biya. Bah, c'est faux. La plupart des anti-Biya évitent le Cameroun puisque vous les avez menacés. La plupart des anti-Biya restent en Europe parce que vous leur avez dit qu'ils ne peuvent pas mettre les pieds au Cameroun. Vous leur avez dit que s'ils arrivent, ils vont se faire arrêter, ils vont. Donc la plupart préfèrent jouer la carte de la prudence et restent en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et partout. Ceux qui sont allés au Cameroun, c'est ceux qui savaient de toute façon, pour la plupart en tout cas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais pour la plupart, c'est ceux qui savaient que de toute façon, ils peuvent aller et venir sans être inquiétés. C'est donc eux qui ont mis le pays à feu et à sang. C'est à eux qu'il faut demander des comptes. Et Kaveh Yegei Djibril en fait partie. Parce que même si, je répète, même s'il n'est pas malade, même s'il n'a pas manifesté les signes de la maladie, il aurait pu être malade asymptomatique, et encore on n'est pas sûr puisqu'il est malade, peut-être que les symptômes se sont mêlés à d'autres, et même s'il est déclaré négatif,
rien que l'attitude, rien que la façon de faire, la négligence, le laxisme, l'arrogance, le pédantisme, parce que je suis président de l'Assemblée nationale, j'arrive au pays et je ne me soustrais pas. Et je me soustrais aux mesures auxquelles le commun des mortels doit se confiner, comme si le Covid-19 se préoccupait de mon statut à l'Assemblée nationale. Rien que cette attitude-là, ça montre dans le Cameroun comme il est administré. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Ils ne sont jamais présents là où ils doivent être. Vous ne voyez donc pas à Tanganji, vous voyez donc avec Yegui Jibril qui ne fait pas et qui en plus a organisé, a été présent aux 2 sessions parlementaires dans les jours qui s'en sont suivis, où la poignée de main est presque devenue une vantardise avec des gens qui sont ensuite allés lui rendre visite chez lui. Donc des choses qui sont impossibles à expliquer rationnellement et qui ont eu lieu dans ce pays, le Cameroun. Et comme on a envoûté une population, on les amène à accuser la diaspora. C'est ça le motonisme. Le motonisme veut dire, comme j'ai vu, on accuse la diaspora. Ben tiens, j'accuse aussi la diaspora. Je ne veux pas savoir les tenants et les aboutissants. J'accuse la diaspora, point final. Je ne veux pas savoir la logique derrière. J'accuse la diaspora parce qu'il faut accuser la diaspora. Maintenant, Manaouda Malachi a défendu cela en disant qu'il ne veut pas les polémiques, mais j'étais intrigué parce qu'en Allemagne, Angela Merkel, qui est la chancelière de la première puissance économique européenne, a quand même accepté de se confiner 2 semaines chez elle, assignée à résidence. À partir de l'instant, elle ne venait pas d'un voyage, non, elle n'avait pas à être confinée à l'aéroport, mais à partir de l'instant où elle s'est rendue compte que les gens avec qui elle était en contact était atteinte du Covid-19, elle a dit, bon ok, je ne sors plus de chez moi, je ne vois plus personne. Maintenant, elle dirige le pays par streaming interposé. C'est possible. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, depuis que sa femme avait été testée positive au Covid-19, est allé se confiner. C'était encore sa femme, c'était même pas lui. Le prince Charles est sorti, a été testé positif au Covid-19, il a été confiné en Grande-Bretagne. Le Premier ministre Boris Johnson et le ministre de la Santé en Grande-Bretagne ont été testés positifs au Covid-19. Ils se sont confinés. Au Cameroun, même quand vous êtes testé Covid-19, parce que vous êtes la femme de tel, on vient vous extirper de l'hôpital et on vous amène on ne sait où. Surtout le chemin, tous les gens que vous rencontrez, même le chauffeur qui vous conduit est exposé à la maladie. Vous allez tousser, vous allez rire, vous allez crier, vous allez éternuer, vous allez bâiller, bref, vous allez d'une certaine façon émettre des éjections qui vont se poser sur vos semblables et qui vont après les contaminer. Mais comme vous avez des galons, évidemment, vous ne pouvez pas mourir. Voilà la barbarie camerounaise. Voilà comment vos autorités, les patriotes, les républicains, ceux qui aiment le Cameroun plus que nous, les anti-BIA, voilà comment ils ont causé la mort chez vous. Actuellement, je peux dire à 100% que je ne suis responsable de la mort de personne parce que depuis que le confinement a été décrété ici, ça fait plus de 2 semaines, je ne suis pas sorti de chez moi. Donc je ne suis pas allé contaminer qui que ce soit, même si je suis un porteur asymptomatique. Mais est-ce que vos responsables politiques pourraient en dire autant? Est-ce qu'eux pourraient dire la même chose? Voilà la question. Et c'est à ce moment-là qu'on voit qui sont les amis du Cameroun, qui sont les patriotes, les républicains, parce que je vois qu'il y a une agence d'attribution des points, d'attribution des points de patriotisme à leurs concitoyens. Donc, le fait que le ministre de la Santé n'ait pas vertement condamné l'attitude de Kavaï et Jibril, n'ait pas vertement conseillé les responsables à aller se confiner, fait qu'à la fin, malheureusement, lui-même, il est à mettre au banc des accusés parce que ça ne convainc pas la population que la situation est sérieuse. Il aurait dû dire et communiquer les résultats comme tout le monde. Il aurait dû dire ce n'est pas bien. Ce qu'il a fait, il doit aller en quarantaine jusqu'à ce qu'on ait les résultats du test ou jusqu'à ce que la quarantaine, la phase d'incubation, soit dépassée. C'est ce qu'il aurait fallu faire pour tout le monde. Parce que si tu dis à quelqu'un aujourd'hui confine-toi, il va te dire mais Kavaï Jibril est arrivé, il ne s'est pas confiné. Et il aura raison de le dire. L'exemple venant d'en haut, le haut s'est comporté d'une bassesse incommensurable. Maintenant, puisqu'on est en train de grimper au fur et à mesure, on arrive au sommet. Paul Biya. Ouais, Paul Biya. On est encore justement sur
le laxisme des autorités camerounaises quand les voici entrés sur le terrain et la raison pour laquelle il est présent dans une large mesure actuellement, ce qui n'a pas été fait. Tout à l'heure, je vais dire ce que l'administration Paul Biya a fait. On n'est pas subjectif, on essaye d'exposer rationnellement les choses et de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce qui est bien et qu'est-ce qui est bien dans ce qui n'est pas bien. Maintenant, le sommet de l'État Paul Biya. On est d'ailleurs très intrigué. Monsieur Paul Biya prétend avoir gagné les élections de 2018. Maurice Kamto conteste les résultats de l'élection. Le MRC, le parti de Maurice Kamto et ses partisans soutiennent Maurice Kamto dans la contestation de l'élection. Une crise sanitaire arrive au Cameroun. Maurice Kamto dit « On va faire une parenthèse, je te laisse être le président. Maintenant, fais donc ce qu'on attend d'un président, prends les choses en main et gouverne le pays, prends des mesures, montre-toi, rassure la population, fais les exercices élémentaires que tous les présidents du monde font en situation de crise. » Que fait Paul Biya? Il n'est pas là. C'est-à-dire, il a totalement disparu de la circulation. Personne ne sait où il se trouve, même les ministres qui le défendent jour et nuit ne savent pas où il se trouve. Tout le monde veut justement juste faire bonne figure quand il reviendra. S'il revient pour dire « Monsieur le Président, regardez comment j'étais là pour vous ». C'est devenu leur principale préoccupation pendant qu'un virus est en train de décimer leurs concitoyens. Pourquoi Maurice Kamto parle à Paul Biya? La même chose que René Manuel Sadi avait dit à Maurice Kamto quand il demandait le dialogue. Il dit « Paul Biya ne dialogue pas avec n'importe qui ». Et vous vous étonnez que la crise anglophone ne prenne pas fin. Comme vous ne dialoguez pas avec n'importe qui, vous n'avez pas invité vos ennemis principaux, les ambazoniers, les vrais, lors du dialogue, et dont la guerre a continué. Le vote a été impossible. Les résultats sont une mascarade, une pièce de théâtre digne de l'Opéra Garnier à Paris. Donc, ils ne retiennent pas les leçons de l'histoire et ont continué à demander « Paul Biya doit s'adresser à toi parce que tu es qui ?» Où est donc Paul Biya? Il ne parle pas. Il a disparu. On dit Maurice Kamto est le président de Facebook, mais c'est Paul Biya qu'on voit sur Facebook. On dit mais que fait Paul Biya pour parler? Akeremona a fait une sortie, s'est lavé les mains. Tout le monde a fait une sortie, s'est lavé les mains. Même Brenda Biya, la fille de Paul Biya, a fait une sortie, s'est lavé les mains. On voit tout le monde sur le terrain, tout le monde sensibilise. Paul Biya, celui qui doit plus que les autres sensibiliser, n'est pas là. Il n'apparaît pas, il existe sur Twitter, on est devenu un président, on a un hologramme à la tête de l'État. Un hologramme, c'est une figure informatique qui vous donne l'illusion qu'elle est là, mais qui n'est pas là. C'est-à-dire, on crée un système qui fait une projection d'une personne que vous connaissez en l'absence de cette personne et vous avez l'impression de l'avoir devant vous qui vous parle. Lui, il est un hologramme, mais un hologramme invisible. C'est Fantomas, c'est l'homme invisible, c'est Aquaman, il est sous l'eau. Où est Paul Biya quand le monde a besoin de lui? J'ai pris l'exemple de l'empereur Néron au 1er siècle de notre ère, en l'an 44. Néron séjournait dans son village à Antium quand la ville de Rome s'est mise à brûler. On l'a informé que Rome était en train de brûler. Il a donc pris le chemin de la capitale. Mais avant d'arriver, avant d'arriver dans la capitale, il s'est plutôt placé sur l'une des 7 collines qui surplombe la ville de Rome, le mont Quirinal, et il a commencé à jouer de la musique en regardant la ville brûler. Paul Biya est en train de faire exactement la même chose. La ville brûle. Et comme on a moutonisé ses partisans, quand on leur demande où est Paul Biya, pourquoi il ne parle pas, ils vous disent mais est-ce que Paul Biya, est-ce que le fait qu'il parle va changer quelque chose? Voilà donc des gens qui vont vous dire demain oui arrêtez, ça c'est ce qu'on aurait dû faire, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quand vous leur dites maintenant que Paul Biya doit s'adresser à la population, ils vous disent ça ne servira à rien. Bon, Paul Biya doit aller visiter les chantiers de la canne. Pourquoi il doit aller visiter les chantiers de la canne? Ça ne sert à rien. Paul Biya doit se soigner dans les hôpitaux de référence. Pourquoi il doit aller se soigner dans ces hôpitaux? Ça ne sert à rien. Paul Biya doit parler contre le coronavirus pour discipliner les populations. Pourquoi il doit parler? Ça ne sert à rien. En gros, vous dites vous-même que Paul Biya ne sert à rien. C'est vos paroles, ce ne sont pas les miennes. C'est nous qui disons Paul Biya doit s'exprimer, c'est vous qui dites que ça ne sert à rien qu'il parle, sa parole ne va rien changer. Il n'est pas descendu sur le terrain pour la CAN, ça n'a rien changé. Vous avez vu comment le fait qu'il ne descende pas
a fait que finalement, les travaux ne se sont pas terminés il y a temps. La CAN n'a donc pas eu lieu. Et c'est parce que Paul Biya ne descendait pas sur le terrain que nous avons vu dès le départ que la CAN n'aurait pas lieu. Et c'est parce que Paul Biya ne parle pas à ses concitoyens que nous voyons actuellement que la discipline n'aura pas lieu et que le virus va se propager à vitesse grand V. Ne venez donc pas nous dire demain qu'on ne vous avait pas prévenu quand le virus sera déjà là. Ne nous dites pas oui, mais vous proposez quoi? On vous propose, c'est une des solutions, que Paul Biya parle. Ne dites pas que Emmanuel Macron n'a pas empêché le virus de se propager, mais s'il n'y avait pas eu le confinement en France, il y aurait au moins 3000 cas actuellement de plus, ils seront peut-être à 10 000 morts comme en Espagne. Si Boris Johnson s'était prononcé à temps contre le coronavirus et avait mis des mesures de confinement, on n'aurait pas une telle accélération de cas en Grande-Bretagne. La phase d'incubation étant déjà dépassée, la Grande-Bretagne va nous amener dans les jours qui viennent à des taux de mortalité, de létalité, mais terribles. Le taux de mortalité des contaminés, en tout cas, mais absolument faramineux, vous verrez. Donc aujourd'hui, on vous dit et on insiste, cessez la sorcellerie. Paul Biya doit parler à sa population. En fait, ça ne se débat même pas. En fait, c'est un pays extraordinaire. On est le seul pays au monde où tu dois débattre avec des gens de la nécessité que le président de la République, chef de l'État, père de la nation, garant des institutions, responsable alpha de la vie de ces populations, s'exprime en temps de crise. On vous appelle mouton, ça vous énerve, mais vous êtes des moutons. Le mouton même a des cornes, vous êtes des moutons sans cornes, parce que vous suivez bêtement. Allez lire le quart livre de François Rabelais. C'était au XVe siècle. Au XVIe siècle, pardon, les années 1550. C'est lui qui a écrit la petite histoire, en tout cas, qui a popularisé la petite histoire du mouton. Le mouton qui appartenait à un certain Panurge. Panurge était sur un bateau. Et il voulait acheter du mouton à un commerçant qui lui pourrissait la vie. Quand il a acheté le mouton du commerçant, il était tellement fâché que pour se venger, il a jeté son mouton dans la mer. Et les autres moutons qui ont vu leur mouton tomber dans la mer ont continué à suivre et sont tombés aussi. Et à chaque fois donc on dit le mouton de Panurge, on pense à ce mouton-là que Panurge avait acheté. Vous êtes exactement comme ça, parce qu'on se met à débattre avec vous des choses dont on ne débat même pas avec des bébés de 2 ans. Un bébé de 2 ans sait pourquoi Macron parle à la télé en France, c'est pourquoi Merkel parle à la télé en France. Donc ils disent c'est sérieux, même les présidents qui ont voulu jouer la grande gueule, se bomber le torse, sont en train de se confiner. Jair Bolsonaro au Brésil ne veut pas se confiner, mais petit à petit, il est en train de demander aux personnes âgées déjà de rester chez elles. Certains États, parce que le Brésil est une république fédérale, ont déjà commencé à se confiner. Certains États là-bas disent à leur population de ne pas écouter le président et de se confiner parce que là-bas, le président, c'est un fou. C'est celui qui voulait massacrer les Amérindiens, qui voulait... Si vous confirmez donc que Paul Biya, votre président, n'est pas fou, qu'il fasse lui un statement en faveur de la discipline citoyenne. La présence du président de la République a plusieurs rôles. 1. Ça permet à la population de prendre conscience du sérieux de l'affaire et de ne plus plaisanter, dont les gens vont adopter les mesures qu'on leur propose de manière vraiment disciplinée. 2. Ça rassure déjà sur le fait que la situation est sous contrôle et il y a une entité qui coordonne l'opération. 3. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité parce que, par exemple, on peut faire descente sur le terrain pour s'assurer que le plan qu'il a élaboré est vraiment concrétisé. Mais quand vous avez un président qui ne parle pas, vous ne savez même pas si ce qui est écrit sur Facebook est fait par lui. Peut-être qu'il est dans le coma depuis 2 semaines. Parce que même dans les conseils ministériels dont on nous vend les photos en distribuant partout dans les réseaux sociaux, il n'est pas là. Donc il pourrait au moins être, c'est-à-dire s'il est, je ne sais pas s'il est bien porté,